projet a donné naissance à un ouvrage que voici, qui s'appelle Paris, Ville-Monde, qui porte sur toutes les migrations parisiennes les plus importantes, et parmi elles, sur la migration juive. Et donc, de ce fait-là, j'ai sollicité, plutôt le musée m'a mis en contact avec le CASIB afin que je puisse rencontrer des migrants et que je puisse choisir parmi eux un migrant intéressant et qui donne lieu non pas à un témoignage mais à une fiction, puisque cet ouvrage comporte 10 fictions et elle est le fruit d'une rencontre à chaque fois entre un migrant et un écrivain. L'écrivain recueille le témoignage du migrant et au lieu de rendre ce témoignage, même littérairement, au lieu de le respecter à la lettre, l'écrivain va le modifier en apportant une part indécidable de fiction, et de sorte à ce que le résultat final n'est pas du tout fiable, pour ainsi dire, historiquement, puisque il comporte une part de fiction qui n'est pas mesurable. Le projet, justement, tend à essayer de montrer en quoi la littérature peut apporter quelque chose que le témoignage ne peut pas apporter. Je dirais, d'une manière plus large, en quoi la littérature peut apporter quelque chose que l'histoire, que la connaissance historique ne peut pas apporter. En quoi la littérature peut être une arme, un objet de connaissance et singulier qui ne peut pas être retrouvé par d'autres biais, que ce soit l'histoire, mais aussi, je pense, à la sociologie, à l'économie, à la politique, etc. Je pense que tout le monde comprend l'importance de la littérature, mais la comprend, je dirais, comme vecteur de vulgarisation, au sens où la littérature permet de traiter une question générale par le biais du particulier et de rendre plus sensible le public à une question large, sociale, par le biais de l'histoire particulière d'un individu, et donc apporter ces dimensions humaines qui manquent parfois, c'est une historique ou sociologique. Et je pense que l'apport de la littérature, pour la plupart d'entre nous, se limite à ça. Autrement dit, on compte sur la littérature pour diffuser, pour vulgariser, pour rendre sensible, pour émouvoir, mais en aucun cas la littérature comporte une dimension de connaissance. Autrement dit, peu de gens croient que la connaissance littéraire existe véritablement et que cette connaissance ne peut pas être obtenue par d'autres biais. Et c'est un peu ce que nous avons essayé de faire dans cet ouvrage. Alors, la question sera la suivante. Quand on passe du général au particulier, et donc d'une question sociale qui concerne une population à la manière dont cette situation va affecter un cas particulier, un individu en particulier, on passe donc du collectif au singulier, du pluriel au singulier. Et parfois, on peut tirer des enseignements de cette singularité qu'on va ensuite retraduire en termes généraux, c'est-à-dire on va faire de ces passages par les particuliers une forme de connaissance, on va l'utiliser comme un éclairage particulier qui va éclairer l'ensemble du processus. Ce n'est pas du tout comme ça que j'entends la chose, c'est pas du tout comme ça que j'entends la connaissance littéraire. Pour moi, le passage du collectif, du pluriel au singulier, a introduit une dimension de subjectivité. Et quand on dit subjectivité, on dit quelque chose, non pas qui peut être compris comme une donnée, je dirais, objective,
Mais si ça suppose l'apparition de subjectif, cette chose-là ne peut être comprise, entendue, que par un autre sujet. La subjectivité suppose non seulement la participation d'un sujet, mais au moins la participation de deux sujets. Autrement dit, la subjectivité est une relation entre deux personnes et non pas du tout une qualité de l'une de ces personnes-là. Donc, il y a quelque chose qui se passe entre deux subjectivités, en l'occurrence l'auteur et le lecteur. Le lecteur prête à ce qu'il lit des choses qui lui appartiennent, et ces choses qu'il prête donnent, je dirais, du sens à ce qui est lu, à ce qui est écrit. Si le lecteur ne prête pas quelque chose de lui-même, l'opération ne peut pas s'accomplir. Mais ça se passe du singulier au singulier, d'une personne à l'autre. C'est-à-dire que ça ne peut pas donner lieu à, je dirais, à une connaissance. On ne peut pas faire du singulier un exemple. On ne peut pas donner au singulier un caractère d'exemple. Donc, ça ne sert à rien, finalement, puisque ça ne peut pas quitter la sphère du subjectif de l'un vis-à-vis de l'autre. Ça ne peut pas apporter une connaissance objective de la situation. Par contre, ça introduit une dimension et sans quoi l'expérience n'a pas de sens, à savoir que la réalité nous parvient par ce biais-là, et quelle que soit la question qu'on aborde, c'est par le biais, c'est en tant que sujet qu'on l'aperçoit, et non pas en tant qu'historien, ni politologue, ni sociologue, etc. Je ne sais pas si je suis un peu abstrait, sans doute je suis trop abstrait. Pour parler de la migration en particulier, deux choses. Moi-même ayant été ou étant encore migrant, je sais que quand on est migrant, on est dans une situation de vulnérabilité qui n'est pas forcément matérielle comme on l'imagine, mais qui peut être culturelle, sociale, etc. Quelqu'un qui vient d'ailleurs est forcément quelqu'un qui ne s'est pas inscrit dans une société donnée et qui cherche à s'intégrer. Et de ce fait-là, il est forcément un peu vulnérable. Quand il donne témoignage, quand on lui demande de raconter sa vie, forcément, avant que la réponse ne soit donnée, le migrant se demande pourquoi on me pose cette question, qui me pose cette question, et en même temps, quel aspect de mon histoire j'ai intérêt à raconter. Ce n'est pas qu'il mente, ce n'est pas qu'il calcule, d'ailleurs le calcul est souvent inconscient, c'est simplement que on ne peut pas raconter tout, et donc quiconque raconte sa vie extrait un certain nombre des choses et une partie de son histoire, et cette manière de choisir les éléments qu'on va raconter, c'est en fonction de la situation de communication et qui nous demande et en quel but nous demande-t-il de raconter notre histoire. Nous avons comme migrants, de ce fait-là, tendance à se poser comme victime parce que souvent c'est à ce titre-là qu'on interroge. Et donc, le migrant, déconnant parfaitement cette demande, tend à la satisfaire. Et ça, ce que je dis là est propre à toute situation de communication, c'est-à-dire que quiconque, dans toute parole humaine, il y a cette dimension d'intention, d'intentionnalité. Mais quand on est vulnérable, on est forcément, ce calcul est encore plus important, puisque quand on est migrant, par exemple, les gens s'intéressent pas forcément à nous, je pense aussi aux institutions, et je pense aussi, par exemple, quand on fait une demande d'asile politique, l'une des questions qu'on vous demande, c'est de raconter votre situation, votre vie, par le biais d'un récit qui fait 5 pages. Et donc, on met quasiment les migrants en situation d'écrivain, puisque ce n'est pas du tout un formulaire. En fait, par ailleurs, il y a aussi un formulaire, mais ce n'est pas simplement des questions précises auxquelles ils doivent répondre, mais ils doivent faire un récit de leur expérience. Et ces récits doivent être convaincants pour qu'ils puissent obtenir le statut de réfugié politique. Donc, c'est un enjeu fort. Donc,
c'est impossible de sortir de ce cercle, et c'est impossible de imaginer une parole vraie qui serait totalement déliée de cette question-là, de cette intentionnalité-là. Et on ne peut pas imaginer un rapport, je dirais, religieux à cette question où la personne serait quasiment tenue de raconter que la vérité. De toute manière, comme je dis, la question n'est pas là, puisqu'il s'agit moins de travestir la réalité que d'éclairer un aspect qui peut nous mettre en situation favorable. Et donc, il y a par contre une parole sociale qui, elle, peut s'autoriser à dire ce que le migrant ne dira pas. C'est la parole de l'écrivain. Et nous vivons dans des sociétés où la parole littéraire a un statut à part, puisqu'un écrivain, dans le cadre de sa fiction, peut s'autoriser à dire des choses qu'un citoyen lambda ne peut pas dire. Dans le cadre de fiction, on peut porter des paroles xénophobes, racistes, sexistes, etc., sans qu'on imagine, sans qu'on demande des comptes à l'écrivain. Il y a une forme de liberté qui est accordée à l'écrivain qui n'existe pas ailleurs dans l'espace social. Et donc, si nous avons fait rencontrer un migrant et un écrivain, c'est justement parce que, et dans le cadre de la fiction, et grâce à l'apport de l'écrivain, il y a cette liberté retrouvée que le migrant ne peut pas s'autoriser. Et que l'auteur, par une perception subjective, encore une fois, et fine, par une manière de comprendre les silences et l'accentuation particulière du témoignage du migrant, va restituer le non-dit de l'expérience, qui dans cette expérience ne peut pas se dire, ne peut pas se raconter. Et voilà donc le dispositif qu'on a mis en place pour essayer de raconter l'histoire de la migration autrement et pour donner à ces témoignages une part de vérité, un accent de vérité qu'on ne retrouve que difficilement dans les témoignages habituels. Alors, j'ai travaillé avec une famille juive qui, donc tous les deux, c'est un couple, tous les deux sont nés en Tunisie. Ils sont partis enfants de Tunisie, leurs familles sont parties en Israël. Ils se sont rencontrés en Israël, ils se sont mariés, ils ont commencé à fonder une famille là-bas. Ils sont venus à Paris. La famille s'est agrandie et quand les enfants ont été grands, une vingtaine d'années, ils sont repartis en Israël tous et les enfants ont pris la décision de revenir à Paris. Donc les parents les ont suivis. Donc on a Tunisie, Israël, Paris, Israël, Paris. Et comme disait Bernardo, quand on parle de subjectivité, il y a la subjectivité du lecteur et celle de l'écrivain, mais il y a aussi, je dirais dans mon cas, il y a la subjectivité de l'écrivain et la subjectivité de ces gens qui m'ont parlé, avec qui j'ai parlé, parce qu'ils m'ont pas parlé, on a parlé ensemble, on a essayé de parler ensemble. Donc en fait, je vais essayer de vous expliquer comment j'ai essayé de leur tendre l'oreille. Je pense que c'est ça le plus important. Et pour moi, c'est vraiment l'histoire de l'écriture. C'est comment tendre l'oreille à quelque chose et comment arriver à pas à s'approprier le langage de quelqu'un, parce que je trouve que s'approprier, c'est déjà quelque chose de trop qui est dans la maîtrise. C'est vraiment prêter l'oreille et essayer de, je sais pas comment dire, peut-être régurgiter, ce serait peut-être un mot. C'est un mot un peu, un processus qui est un peu inconscient, qui met un peu, une sorte de patte. Ces gens-là m'ont donné des mots, m'ont offert des mots que j'ai pris et que j'ai régurgités.
Voilà. Donc, c'est-à-dire, donc j'ai pris de ma vie à moi, qui n'est pas du tout une vie. Moi, j'ai pas d'expérience de migration. Mais ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ces gens-là m'ont mis en face d'une impression par rapport à moi-même. Enfin, on a tous une place à prendre, qu'on ait un pays, qu'on n'ait pas de pays. Enfin, qu'on ait un pays ou qu'on ait différents pays, enfin, on a tous une place à prendre, même dans son pays. Et en fait, ces gens-là m'ont... je me suis retrouvée en contact avec eux par rapport à cette histoire de place à prendre, la difficulté à laquelle on peut être confronté dans la vie sur une place qu'on a à prendre, qu'on a envie de prendre, qu'on voudrait prendre, ou qu'on n'a pas envie de prendre, ou qu'on n'a pas pris, enfin ce genre de choses. Donc je dirais que c'est comme ça que je les ai rencontrés. Et techniquement, en fait, je les ai rencontrés en allant chez eux avec un bloc-notes et un crayon. Je voulais pas avoir de magnétophone. Donc j'ai pris des notes, on a discuté, on a pris des cafés ensemble. J'ai vu un petit peu où ils vivaient, et je suis revenue. Je leur posais d'autres questions sur d'autres choses, et parallèlement, je me suis appuyée également sur des cassettes que Bernardo avait fait d'enregistrement avec cette famille. Donc il avait plusieurs heures d'enregistrement avec cette famille. Et ensuite, j'ai décidé de retranscrire littéralement toutes les cassettes de Bernardo, tous les enregistrements. Donc en fait, il y a plusieurs heures d'enregistrement. Ça m'a fait une soixantaine de pages. J'ai transcrit littéralement toutes les cassettes. Et c'est comme ça que je me suis mise, je dirais, dans la parole de ces gens-là. Je suis rentrée, j'ai recopié à la virgule, j'ai transcrit à la virgule près ce qu'ils disaient avec leur vocabulaire, leur syntaxe, et c'est comme ça que je suis rentrée dans l'histoire. Voilà. Et je dirais que ça c'est important parce que ça m'a mis vraiment, c'était plus mes mots qui sortaient, c'était leurs mots. Donc j'ai écrit quelque chose avec leurs mots, avec leur manière de parler. Et donc, leur manière de parler, c'est aussi leur manière de voir. Je dis pas que j'ai écrit leur histoire, mais je me suis servi de leurs mots pour cerner un cheminement. Voilà. Et ce qui est aussi très intéressant, j'ai trouvé, c'est que en fait, j'ai été confrontée un peu naïvement, je partais sur une histoire de cheminement longiligne, régulier. Bon, on a fait ceci, on a fait cela, on est allé là. Bon. Et en fait, je me suis retrouvée confrontée à des trous, ce que j'appelle des trous, à des choses qui sont tues, à des choses qui sont racontées, mais on passe à côté, donc on fait des détours. Et c'est raconté en creux. Mais qu'est-ce qui est raconté en creux, on ne sait pas trop, mais il y a ces détours, ces sinuosités. Et donc, je dirais, si j'avais en conclusion quelque chose à dire, je dirais qu'en fait, mon récit, c'est le récit de ces sinuosités, de ces détours, de ces trous, je ne sais pas si c'est le bon mot, de ces détours, de ces sinuosités, de ces choses dont on ne parle pas, dont on hésite à parler, autour desquelles on tourne. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Bernardo. Et la communication qu'elle propose est une communication, si vous voulez, qui est essentiellement basée sur l'usage, l'utilisation, justement, de ces archives du Quasi-Pojazor. Et elle s'intéresse à l'accueil et l'insertion donc des Juifs venus de Tunisie dans la période
des années 50 jusqu'au milieu des années 60. Elle ne s'intéresse pas, malgré le titre qu'elle avait donné à sa communication, aux migrations en Israël. Donc là, elle a restreint le champ de sa communication à celui de la France. Alors, dans cette communication, elle se pose la question, si vous voulez, de savoir, en gros, la spécificité donc des migrations des Juifs de Tunisie en France par rapport aux migrations des Juifs d'Afrique du Nord en général, et spécificité tant sur le plan de la chronologie, des motivations, mais aussi de la question de l'accueil et de la réinsertion en France. Et elle essaiera de donner des réponses, des pistes de réponse à ces questions. Alors pour cela, elle a développé un plan en 2 parties. Dans sa première partie, elle rappelle le contexte des migrations et des départs depuis le pays d'origine, tout en s'intéressant aussi au profil des migrants. Et ensuite, elle se penche plus spécifiquement sur l'installation des migrants, les acteurs chargés de leur accueil et de leur intégration. Donc c'est un plan, on va dire, chronologique, encore une fois, qui est centré sur l'usage qu'elle a fait des archives du CASIB Kojazor. Alors, pour la première partie, qui s'intéresse plus spécifiquement, qui va plus spécifiquement des années 50 à 1961-1962, elle montre avec justesse que ces migrations des Juifs de Tunisie commencent bien avant l'indépendance de la Tunisie, puisque, dit-elle, le CBIP, qui ne s'appelait pas le CASIP à l'époque, donc reçoit déjà des familles en provenance de Tunisie dès les années 50, voire même dès l'année 1952. Et d'ailleurs, elle note que ces migrations sont considérées par les acteurs de l'accueil, en particulier les gens du CBIP, comme les prémices d'un flux migratoire plus important, et que parmi les gens qui venaient au CBIP, eh bien, ce sont des gens qui sont des familles, je l'ai dit, un certain nombre de vieillards aussi venus rejoindre leur famille déjà installée en France. Et elle cite donc un des rapports. Ils ont presque toujours des enfants à Paris qui les ont fait venir, mais dans la plupart des cas, ces enfants sont dans une misère affreuse et leurs vieux parents sont pour eux une lourde charge. Ils occupent des logements exigus déjà surpeuplés. Donc, dans les années 50, déjà une migration, je dirais, qui s'affirme, et une migration de gens modestes, voire très pauvres. Et je pourrais ajouter aussi qu'il s'agit ici de juifs de nationalité tunisienne qui sont décrits ici et qui s'adressent donc au CBIP. Je reprendrai cette idée par la suite. Ce qui est intéressant, et ça rejoint tout à fait le cas de la famille que vous avez noté, arrive aussi dans ces années-là des familles qui sont allées en Israël et qui reviennent pas, qui viennent ensuite s'installer en France. Et effectivement, ça, je ne sais pas si c'est une spécificité des Juifs de Tunisie, mais elle le note à plusieurs reprises, on a des allers-retours comme ça entre la Tunisie, Israël, la France, parfois même des retours en Tunisie et des retours en France. On a donc une migration qui n'est absolument pas une migration linéaire, et qui peut-être engendre des trous, parce que, là c'est mon interprétation à moi, c'est parfois difficile de dire qu'on a quitté Israël d'une certaine manière, parce que c'est une alia manquée d'une certaine manière. Alors, jusqu'à la, dit-elle, je reprends Olfa Benachour, jusqu'à la veille de la déclaration de l'autonomie interne, jusqu'en veille de 1956, le nombre de migrants nord-africains qui se sont adressés au CBIP est sensiblement stable. Et les choses donc vont commencer à s'accélérer à partir de 1955 et surtout de 1956. Dans le tableau qu'elle fait, elle montre que parmi les gens qui déposent un dossier au CBIP, de 1955 à 1961, les gens en provenance de Tunisie représentent entre 46,5%, vous voyez c'est très précis, jusqu'à 56% en 1961. Donc c'est à peu près, disons, presque la moitié des dossiers
parmi les familles juives nord-africaines, bien entendu. Hein, c'est à peu près la moitié, donc c'est quand même, je dirais, un public important pour le CBIP. Alors, à partir de 1956, les arrivées en provenance de Tunisie augmentent sensiblement et sont arrivées alors des familles qui sont qualifiées, j'emploie des guillemets, c'est le vocabulaire de l'époque, des familles considérées comme plus évoluées. C'est-à-dire, on n'a plus les misérables d'avant. Donc, se mettant, c'est les rapports qui l'indiquent, très rapidement et très courageusement au travail, contrairement, ajoutent les rapports, à la légende du Nord-Africain paresseux. Effectivement, il y a un regard oriental, on va dire, qui a prédominé ou qui a pu exister dans les années 50 et qui va être déconstruit par la suite. Et donc, on a donc là un infléchissement, je dirais, du flux migratoire, à la fois en nombre, mais aussi dans un aspect sociologique. Elle note aussi donc l'arrivée de gens, là je reprends des extraits des rapports, d'un standing plus élevé dans une conjoncture plutôt favorable au marché du travail. Alors, à partir de 1958, donc l'émigration continuent, même si elles ont diminué en intensité. Et surtout, les Juifs tunisiens, les Juifs de Tunisie qui ont la nationalité tunisienne vont rencontrer là peut-être des problèmes supplémentaires parce qu'ils sont tunisiens, donc considérés comme non français, donc non ressortissants français, ce qui peut occasionner des problèmes, dit-elle, de travail et de logement. L'année 1961, avec ce qu'on appelle l'affaire de Bizerte, donc en 1961, est marquée par l'arrivée en métropole d'une majorité de Juifs de Tunisie. Et dans cette arrivée de Juifs de Tunisie, on trouve une population très diverse. Donc, parmi eux, on trouve des Juifs de Tunisie, tunisiens, mais aussi français. Mais on est avant 1961. La loi, par exemple, du rapatriement pour les Français d'Afrique du Nord partis d'Algérie sera votée par la suite. Donc, ce sont des Français, des Juifs de Tunisie français, qui arrivent sur le territoire français, mêlés à une population de Juifs de Tunisie qui sont tunisiens. Et aussi socialement, avec des gens qui sont, disons, modestes, avec des gens qui ont un niveau de vie plus élevé, qui sont des fonctionnaires, des fonctionnaires ou des employés en Tunisie. Alors, ceci dit, à partir de ce moment-là aussi, et surtout à partir de 1962, le travail du CBIP, qui va s'appeler quelque temps plus tard le CASIP Cojazor, évolue aussi, puisque avec la mise en place des politiques de rapatriement prises en charge par l'État français, qui gère les populations venues d'Afrique du Nord, donc ressortissantes françaises, il va y avoir une sorte de partage du travail entre les institutions juives et les institutions étatiques. Et en particulier, on va distinguer ceux que l'on appelle les réfugiés, donc qui n'ont pas le statut, qui ne sont pas français, qui n'ont pas la nationalité française, des rapatriés qui, eux, sont des ressortissants français. Et elle note combien, évidemment, ceux qui ont le statut de rapatriés sont plus facilement réinsérables et réinsérés, et en particulier ceux qui bénéficient du statut de fonctionnaire et qui peuvent retrouver du travail assez rapidement. Alors, dans une deuxième partie, elle s'intéresse plus spécifiquement à la prise en charge donc, des populations qui sont arrivées de Tunisie. Alors, elle évoque en particulier le travail des assistantes sociales du CBIP et ensuite du CASIP. Je pourrais ajouter aussi qu'une certaine partie de la population des Juifs de Tunisie ont été pris en charge par l'OSE, donc c'est pas seulement le CASIP. Et
Elle note la création aussi, au début des années 50, d'institutions qui ont pu aider le travail de réinsertion, comme la Caisse israélite de démarrage économique, qui a été créée en 1952, qui était chargée d'octroyer des prêts. Et elle note aussi ce que Laure Hobson-Faure a montré aussi dans ses ouvrages, c'est la professionnalisation du travail des assistantes sociales pendant ces années-là. Donc, ce n'est pas spécifique, je dirais, aux Juifs de Tunisie, mais ils ont été, je dirais, les bénéficiaires de cette, comment dire, de cette professionnalisation croissante. Elle montre aussi que le rôle du CBIP a été complémentaire dans ces années-là avec les institutions étatiques. Moi, c'est ce que j'avais vu aussi à Toulouse, quand les familles juives arrivaient de l'avion ou à la gare de Toulouse, eh bien, il y avait une répartition, je dirais, du travail social entre le FSJU qui était installé à Toulouse et les différentes institutions étatiques. Alors, ce qu'elle note, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, les Juifs de Tunisie ne sont pas pris en charge par les services spécialisés pour les Nord-Africains. Alors, je la lis, parce que c'est quelque chose que je ne connais pas. Elle dit, pour des raisons méconnues du CBIP, les services spécialisés pour les Nord-Africains, tels que ceux rattachés à la préfecture de la Seine, à savoir l'hôpital franco-musulman et les 4 centres d'hébergement pour travailleurs nord-africains, dont le service social de la rue Lecomte, ou au ministère du Travail, donc le contrôle social nord-africain, n'aidaient généralement que les musulmans. Il n'y avait pas de service social à l'Office général de Tunisie et celui-ci ne pouvait résoudre que des soucis liés aux vestiaires de secours très exceptionnels ainsi qu'au rapatriement. Celui-ci était effectif lorsque des personnes concernées avaient déposé un cautionnement, etc. Donc, ce qui fait que les Juifs de Tunisie, Tunisiens modestes, etc., se tournaient, je dirais, naturellement vers les institutions juives. Elle note aussi le cas déjà évoqué de ceux qui revenaient d'Israël, qui avaient fait leur aliyah quelques années auparavant et qui se trouvaient dans une situation pour certains tout à fait difficile, voire compliquée. Elle cite par exemple le cas de la famille H parce qu'elle donne des exemples. C'est intéressant de voir comment concrètement les choses se sont passées, d'une famille qui a quitté la Tunisie en 1951 pour Israël, pour qui l'expérience du travail à la terre a été jugée trop difficile pour le chef de famille. Donc, la famille s'installe en France en 1955. Donc, c'est un exemple de ces allées, si je puis dire, enfin de cette circulation que j'ai parlé tout à l'heure. Elle donne le cas aussi de M. B, qui est parti en Israël avec toute sa famille en 1955 et qui tombe malade, et finalement vient en France pour se faire soigner. Parce qu'il trouve que voilà, les soins sont meilleurs en France. Donc ça, c'est intéressant, encore une fois, de voir ces allers-retours, parce que dans l'immigration, on oublie, je dirais, ces passages. Alors, parmi les problèmes qu'ont affronté ces familles, elle en signale 2 qui étaient quand même cruciaux. 5 minutes. Bon, très bien. Donc, le problème du logement, on en a déjà parlé un petit peu ce matin à propos des Juifs venant d'Allemagne, mais effectivement, on retrouve les mêmes difficultés. Alors, avec mobilisation des lieux d'accueil, alors on parlait tout à l'heure de l'asile, donc de la rue Lamarck, elle en parle, mais aussi un centre d'hébergement de la Croix-Rouge française Benoît Malon, sur lequel avec le CBIP était en relation. Mais il est évident qu'en particulier en 61, tous ces lieux-là vont être très rapidement saturés. D'où l'entassement des familles dans des logements précaires. Donc elle cite, d'après les visites des assistantes sociales, 10 personnes dans une pièce, 14 personnes dans 2 pièces. Bon, c'est des choses que l'on connaît bien et qui ont marqué les débuts de l'arrivée en France pour beaucoup de familles, et que déplorent évidemment les assistantes sociales du point de vue de l'hygiène, de l'entente familiale. Et j'avais aussi travaillé sur les rapports
de Lozé, prise en charge aussi psychologique que pouvait créer ce traumatisme, on va le dire, d'une arrivée, on va dire, difficile. Certaines familles, d'ailleurs, n'hésitent pas à placer les enfants, en particulier dans la maison de l'enfant de Saint-Ouen-l'Aumône, auprès des services de Lozé, des placements qui étaient vus pour la majorité d'entre eux, qui étaient des placements provisoires. Alors ensuite, bon, je passe. Le deuxième problème, c'est celui de trouver du travail. Et là, on arrive donc dans les années 60. Alors, aujourd'hui, on dit, à juste titre, que c'était les 30 glorieuses, certes, mais il n'empêche qu'il y avait souvent une inadéquation entre, comment dire, la formation de ces populations, dans lesquelles on trouvait des gens qui avaient des petits artisans en Tunisie, bijoutiers, etc., et ceux-là ont éprouvé des difficultés à se réinsérer en France. Évidemment, ceux qui passent par les institutions juives sont ceux qui ont besoin de cette aide-là. Je dirais que les classes moyennes ou les fonctionnaires n'ont pas connu ce circuit. Et elle en vient, j'ai encore 1 ou 2 minutes, à évoquer les flux d'après 1961 et en particulier les flux de 1964 et surtout de 1967. Donc là, on a des milliers de personnes qui arrivent en France, là encore des populations extrêmement hétérogènes, qui vont être encore une fois accueillis dans les asiles de jour, les centres, etc., et qu'il va falloir recaser assez rapidement. Bon, là, j'ai pas le temps. En conclusion, alors, effectivement, les archives du CASIB Kojazor, il faut bien le voir, donnent une vue, comment dire, partielle des migrations, hein, puisque ce ne sont pas tous les gens qui ont quitté la Tunisie qui vont se tourner vers les services du CASIB. Évidemment, on a ici les gens, je dirais, qui se sont trouvés à un moment donné de leur vie dans une situation difficile, bien entendu. Donc, il faut tenir compte de ça. En même temps, ces archives, elles nous permettent quand même d'avoir une bonne vue, je dirais, des flux migratoires, de cette chronologie qui reflète, je dirais, une chronologie plus globale. Ces archives nous donnent aussi comment dire, une vue aussi sur la diversité tant juridico-politique, hein, du monde juif tunisien, la diversité aussi sociologique, hein, depuis le fonctionnaire ou l'avocat ou le commerçant prospère jusqu'à je dirais les populations pauvres qui pouvaient vivre à Tunis. Voilà, donc diversité, et puis effectivement, peut-être plus que, en tout cas, les Juifs d'Algérie, c'est ces parcours brisés, si je puis dire, qui, alors, on n'a pas de statistiques, mais enfin, sont assez nombreux quand même, en tout cas parmi les usagers du CASIB Kojazor. Voilà. J'espère que vous avez compris que j'ai essayé d'être... Pendant mes années d'études, je me suis occupé surtout des Juifs de Tunisie et d'Algérie. Enfin, en 2016, j'ai déployé les archives du CASIB Kojazor pour un travail sur les Juifs italiens de Tunisie qui avaient quitté la Tunisie, mais ils étaient allés en France et pas en Italie, et avec une bourse du mémorial. Donc, j'avais déjà unifié le mémorial et le Kojazor en 2016. Et j'ai utilisé les archives d'ici et j'ai utilisé même les archives du Kojazor. En regardant ces archives, je me suis aperçu qu'il avait des autres histoires à raconter. C'est-à-dire que tout le monde a déjà fait... tout le monde a déjà dit beaucoup de choses positives du Kojazor, donc je ne vais pas exagérer, mais c'est vrai, c'est un archive très riche et donc on peut l'utiliser pour raconter des histoires. Et donc je me suis approché petit à petit à l'histoire des Juifs d'Égypte.
Pourquoi? Parce que c'est une communauté qui est un peu moins traitée ici en France en général. Je ne parle pas de l'Italie où le sujet des Juifs d'Afrique de l'Ouest en général, ce n'est pas tellement traité. Et donc, je pensais que, vu que c'était une communauté tellement dishomogène, et j'utilise ce mot dans une façon positive, c'est-à-dire extrêmement cosmopolite, extrêmement différent, c'était intéressant d'essayer de regarder les histoires qui existent dans les archives et de focaliser mes efforts sur cette communauté. Il s'agit d'une recherche en cours, donc aujourd'hui j'essaierai de dresser un tableau de la situation générale, de décrire les documents que j'ai commencé à analyser, de montrer le travail fait par les Khazib pour accueillir les Juifs en France et même par les Juifs égyptiens une fois qu'ils étaient arrivés en France, parce que c'est intéressant ça. À la fin, j'ai essayé de donner quelques petits exemples. Ma recherche, elle a un double focus, donc l'histoire de cette immigration et le travail fait ici par les institutions françaises et juives pour accueillir cette communauté. Les années 50 représentent un tournant pour les communautés de Juifs d'Afrique du Nord, soit pour la naissance de l'État d'Israël, et ensuite à cause des grands changements liés à l'accès à l'indépendance de plusieurs pays nord-africains. En Égypte, à partir de 1948, suite à la naissance de l'État d'Israël, les Juifs égyptiens ont subi des violences et des pressions qui les ont obligés à quitter le pays. En 2 ans seulement, entre 1948 et 1950, 20 000 Juifs sur les 80 000 Juifs recensés après la Deuxième Guerre mondiale ont quitté le pays. Dans les années suivantes, des centaines de Juifs ont été arrêtés, expulsés, des centaines d'entreprises séquestrées, les comptes bancaires bloqués. En juillet 1952, le général Naguib s'installe au pouvoir à la place du roi Farouk. Au début, la situation s'améliore pour les Juifs et la calme semble retourner, même si des tensions sont encore remarquables. La situation précipite de nouveau avec l'arrivée au pouvoir de Gamal Abdel Nasser en avril 1954. À partir de ce moment, avec Nasser, s'ouvre une nouvelle ère pendant laquelle les Juifs européens n'ont plus leur place. Ces violations continuées des libertés et par la suite, la tension liée à la crise du canal de Suez ont poussé 50 000 Juifs à quitter leur pays avant le début de 1958. De 1958 à 1961, 10 000 Juifs supplémentaires sont partis d'Égypte. Au début des années 70, après la guerre des 6 jours, moins de 1 000 Juifs avaient décidé de rester en Égypte. Donc on peut parler de la disparition presque totale de la communauté dans un délai extrêmement rapide. Les flux de ceux qui ont quitté le pays a suivi des directions différentes. Un nombre significatif entre eux, environ 11 000, entre 1956 et 1966, s'est dirigé vers la France, liés de passage ou liés d'enracinement. Les problèmes liés aux réfugiés ont continué jusqu'au début des années 70. La préférence accordée à la France était liée soit à la nationalité française, détenue par un pourcentage élevé de cette communauté, aux liens familiaux sur le territoire français, mais aussi des raisons linguistiques et culturelles. On va les voir rapidement après. Si cette communauté n'est pas restée en Égypte, c'était parce qu'il n'était plus possible d'y vivre pour plusieurs raisons. L'expulsion des Juifs égyptiens a représenté un moment extrêmement négatif pour ces pays, un moment oublié par les Égyptiens même. Enfin, c'est une chose que je pense pour tous les pays d'Afrique du Nord, c'est un peu la raison peut-être naïve qui m'a poussé à étudier les communautés juives d'Afrique du Nord. C'est justement de redonner en place dans l'histoire à les communautés à l'intérieur des pays où ils vivaient, dont ils étaient partis. Donc, je disais oui. Étudier et analyser les immigrations et les mouvements des populations peut aider à mieux comprendre l'histoire de cette période, à mon avis. De même, je crois qu'il est important de comprendre comment a fonctionné le système d'accueil en France des Juifs expulsés de ces pays, soit pour mieux voir la grande activité de la communauté juive française et des associations juives, soit pour souligner le travail qui accompli pour permettre l'intégration en France. C'est-à-dire, ce travail d'intégration, c'est à mon avis un exemple positif d'un procès de fusion dans la République. Jusqu'à aujourd'hui, il faut citer plusieurs travaux sur l'histoire des Juifs d'Égypte. J'ai fait une rapide liste. Shimon Shamir, The Jews of Egypt, A Mediterranean Society in Modern Times. Michael Lasker, avec The Jews of Egypt in 1920-1970, et Egyptian Jewry under the Nasser Regime. Joël Benin, avec Egyptian Jewish Identity,
Et après, avec The Dispersion of Egyptian Jews, Sophie Sonneau, avec une mémoire qu'elle avait fait, elle avait terminé en 2006 à la Sorbonne. La mémoire, c'était l'émigration des Juifs d'Égypte vers la France. Et elle a commencé à utiliser beaucoup d'archives de Kojazor. Je les trouve très intéressantes, cette mémoire. Et après, les travaux d'Alexandre et d'Aragno, qui a fait une comparaison entre les réfugiés d'Angola et d'Égypte en Angleterre, et des autres articles sur ce sujet. Et même lui, il a fait un travail soit avec les Kojazor, soit avec des témoignages. Et ça, je le trouve extrêmement intéressant. Et Dario Miccoli, qui est un chercheur italien, qui a récemment publié des articles et une monographie sur le thème des Juifs d'Égypte et sur la fin de leur communauté. Donc, il y a ces textes qui sont en général plutôt récents et des autres articles dédiés en général à la disparition des communautés juives des pays arabes, en général pas seulement sur l'Égypte. Et après, il y a les archives. Les archives, pour ma recherche, j'ai utilisé soit les archives du Kojazor, soit les archives du ministère des Affaires étrangères à la Courneuve, où il y a plusieurs fonds avec plusieurs dossiers sur les Juifs d'Égypte qui peuvent être intéressants et être utiles. Les archives conservées au Kojazor sont plutôt riches et leur analyse permet de tracer plus clairement les trajectoires de cette communauté juive. Il y a des différents fonds au Kojazor, des fiches personnelles, des résumés généraux sur la manière d'intervenir sur les différents problèmes, des rapports sur le fonctionnement du Fonds commun pour l'établissement des réfugiés d'Égypte, des rapports moraux, des dossiers avec la description globale de leur activité, c'est-à-dire des informations spécifiques sur le travail accompli sur et avec les Juifs égyptiens, sur leur nombre, leur déplacement, leur décision de s'installer ou de quitter la France. Il y a aussi des dossiers d'indemnisation des Juifs d'Égypte et des dossiers des familles dont les biens étaient séquestrés. Ces deux groupes de dossiers ont plusieurs points en commun, ont été très peu utilisés. Et après, je retournerai rapidement à la fin pour donner quelques exemples. J'essaierai donc de donner une description générale maintenant. C'est-à-dire, si ce travail, ça va devenir un article, j'espère dans l'article de publier soit les dossiers, soit des témoignages que j'ai recueillis et que je pense que ça peut aider à donner une histoire un peu plus générale. Même si j'ai très apprécié l'intervention initiale sur le fait que l'écrivain fait quelque chose que l'historien ne peut pas faire. Mais dans ce cas, j'essaierai de faire parler les archives, si je peux dire. Alors, d'abord, pourquoi entre les débuts des années 50 et la fin des années 60, un nombre important de Juifs égyptiens a choisi la France? Pour des raisons culturelles, on l'avait dit, linguistiques, car le français était une langue répandue, utilisée par plusieurs communautés, pas simplement par la communauté de langue française, pour des liens économiques et familiaux, et enfin même parce que presque un dixième de la communauté était de nationalité française. Donc, c'était plus facile pour eux, même émigrer en France. Il faut dire que dans les années 30, les 25% des Juifs possédaient une nationalité étrangère. Et environ les 30% étaient égyptiens et les autres, ils étaient des apatrides. Entre 56 et 66, 11 000 réfugiés d'Égypte sont arrivés en France. 7 000 étaient réfugiés français, 4 000 étaient des réfugiés étrangers ou apatrides. La situation des apatrides était la plus difficile, car ils n'avaient aucun droit à faire valoir. Mais le gouvernement français, vu la situation de cette communauté chaussée sans moyen de subsistance, après des démarches administratives, a accueilli plus ou moins toutes les requêtes des Juifs apatrides. Ils étaient considérés comme les autres étrangers, pas comme les Français, mais au moins comme les autres étrangers. Et c'était mieux parce qu'au niveau administratif, être apatride, c'est un problème pour être classé dans le système bureaucratique. On parlait de la bureaucratie avant, même avec des autres intervenants. Donc, à partir de 1956, fut créé par l'État, après une suggestion du Kojazor avec le concours du service social d'aide aux immigrants et de la Croix-Rouge française, un fonds commun pour l'établissement des réfugiés d'Égypte. Ce fonds il fut créé grâce aux fonds provenant du gouvernement français, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de l'American Jewish Joint Committee. Ces fonds travaillaient à travers une commission mixte qui examinait les demandes. Une commission composée des représentants du gouvernement français, du délégué en France du Haut Commissariat aux réfugiés, de l'American Joint, du service social d'aide aux immigrants qui dépendait du gouvernement français et du Kojazor. Le Kojazor aidait ces réfugiés au niveau matériel avec des prêts et des aides financières pour se reloger ou pour des petits achats essentiels, un lit, un bureau, des chaises,
Parce qu'on trouve ça, on trouve des fiches simplement pour quelqu'un qui a besoin d'acheter un lit. Et donc, il y avait des dons ou des prêts. Au niveau juridique, en soutenant la revendication vers l'Égypte, au niveau moral, avec un aide pour trouver un travail, et psychologique, soit pour s'installer en France, soit pour les aider à partir vers des autres pays, et en particulier vers Israël, avec la collaboration de la Hebrew Immigrant Aid Society. À partir de décembre 1956, quand les premiers expulsés d'Égypte commencent à démarquer à Marseille jusqu'au 67, un peu plus de 4300 familles ont été enregistrées au Kojazor. On parle des Juifs de nationalité française, italienne, grecque, turque, tunisienne, portugaise. Beaucoup, comme nous avons vu, ils étaient apatrides. Souvent, ils étaient petits commerçants, mais certains étaient des grands entrepreneurs. Et ça c'était intéressant à propos des biens déployés, parce que ça sera presque impossible pour qui a quitté la France de reprendre ses biens, même après les accords avec l'Égypte. Et ils avaient un niveau d'instruction plutôt haut, et en général, ils parlaient plusieurs langues. À leur arrivée à Marseille, ils avaient seulement 20 kilos de bagages et entre 5 et 20 livres égyptiens. Les plus prévoyants avaient acheté des biens ou envoyé de l'argent en Europe, mais en général, ils étaient passés d'une situation de vie normale, mais même une vie aisée ou plus qu'aisée, à être pauvres et s'enfoyer d'un jour à l'autre. Donc, les premiers problèmes étaient les premiers accueils, c'est-à-dire assurer un abri pour tout le monde. Et l'abri, c'était à l'hôtel. Avant octobre 1957, 750 familles de Juifs apatrides égyptiens vivaient en hôtel, car les Juifs arrivés d'Égypte qui avaient la citoyenneté française, au moins, ils pouvaient être enregistrés dans le système et donc avoir la possibilité dans les futurs d'être dans une liste pour les HLM, pour des appartements populaires. Mais pour les apatrides, ce n'était pas possible, ça, au début. Ensuite, pour ceux qui voulaient rester en France, il fallait faire travailler ceux qui étaient capables de le faire. Pas seulement les chefs de famille, mais tous les éléments valides. Et dans ce cas, c'est même intéressant de voir... elle n'est pas là, on parlait de ça avant, du rôle des femmes. C'était intéressant même voir les femmes qui commencent à... déjà, quelqu'un travaillait en Égypte, mais une fois qu'ils arrivent en France, elles doivent travailler, parce que la famille elle a besoin de plus personnes capables d'amener de l'argent à la maison. Et donc, peut-être c'est même une façon, un élément d'émancipation, ça. Donc, pour cette raison, il faut créer les services spéciaux de placement pour les aider à trouver un travail et une autonomie financière. Les pas successifs, à travers les fonds communs pour l'établissement des réfugiés d'Égypte, que j'ai cité auparavant, étaient rétablir une vie normale à travers une installation différente de l'hôtel, qui était une formule de logement onéreuse et inconfortable. Être à l'hôtel, c'était quelque chose qui coûtait énormément au Kojazor, mais en général, à qui donner l'argent. Et surtout, ce n'était pas une situation parfaite, parce que vivre dans un hôtel, ce n'est pas une situation agréable pour recommencer à avoir une vie normale. Les programmes d'aide au relogement, oui, merci. Les programmes d'aide au relogement pouvaient être sous forme d'un don ou accordés sous forme d'un prêt d'honneur. Depuis 1957 et jusqu'à la fin de 1966, une suite favorable a été donnée à 600 demandes qui ont permis l'installation d'autant de familles, donc 600 demandes pour 600 familles, plus ou moins. Un pourcentage relativement important de réfugiés d'Égypte parvenaient à vivre dans de nouvelles localités implantées dans la grande banlieue parisienne qui va naître pendant ces années, où certains réfugiés avaient donc souscrit pour des appartements dans un immeuble en construction. Donc on a Épinay, Sarcelles, Orly, Villiers-les-Belles, Créteil, Gennevilliers, où il y a des réinstallations et souvent il y a des réinstallations des groupes. Il y a des groupes de Juifs d'Égypte. Souvent, il y a même des autres Juifs nord-africains ou simplement des autres communautés nord-africaines. Mais l'idée, c'était quand même de ne pas concentrer tout dans le même quartier. Mais c'était même normal qu'ils se retrouvent dans le même quartier. C'était une chose, je pense, plutôt normale. Le relogement de ces familles était en fait fondamental pour retrouver une vie normale. Autre aspect fort, on était investi pour atténuer les difficultés des exilés, presque 14,5 millions de francs. J'essaie de faire une comparaison en pouvoir d'achat, plus ou moins, ils sont entre 23 millions d'euros. Donc, à côté de l'argent dépensé pour les logements,
il avait autre argent pour les aider et pour les autres petits ou moyennes dépenses. Au 31 décembre 1966, les Kojazor devaient encore s'occuper de 253 cas, les 5% du total des familles qui avaient utilisé ces services. Donc, vu que la moitié de ces 5% étaient constitués par des vieillards, on peut dire que le travail de réinsertion dans la vie économique du pays et l'aide ou l'aide pour émigrer dans des autres pays a été un succès. Ça veut dire que le système avait marché, presque complètement. Parce que même si leur réinstallation en France était lente, on peut dire que la France a obtenu des bénéfices des réfugiés d'Égypte. On peut même dire que le Fonds commun de sa création a présenté un bilan positif avec les 600 familles réinstallées. La situation change au début de l'année 67, car les réfugiés d'Égypte arrivés entre 67 et 70 ne peuvent bénéficier du fonds puisqu'il a été clôturé. Parce qu'un nombre relatif relevant des bénéficiaires n'arrive plus à rembourser les prêts. Ça, c'est un peu un problème. Et c'est intéressant dans ce cas, c'est pour ça que c'est intéressant de voir ces archives, c'est qu'il y a plusieurs dossiers où on peut lire les efforts faits par les personnels du Kojazor à travers des lettres, des visites à la maison, des rappels, pour obtenir le paiement des versements mensuels. Et dans ces dossiers, on peut voir même les critiques faites par le personnel envers certains sujets qui étaient accusés de ne pas bien utiliser l'argent. Mais on peut même voir les efforts faits par des autres pour essayer de rendre tout l'argent qui leur avait permis de s'installer dans ces nouveaux pays. Donc c'est ces aspects-là qu'on peut retrouver, qui est très personnel même, parce que clairement, on parle de la vie vraiment très personnelle. Et c'est intéressant de voir que ce qui arrive, il y a un autre aspect qu'on peut retrouver dans les témoignages, autre à ça, c'est qu'ils arrivent à s'installer, à avoir une vie normale. Après, ils continuent à avoir un contact avec les Kojazor, mais de l'autre côté, c'est-à-dire qu'ils commencent à donner l'argent aux Kojazor. C'est une espèce d'aide retournée. On retourne l'aide qu'on a eue en avance. Mais c'est vrai que c'est difficile. Et donc, vu que pour des années, le système a fait un effort économique, à un certain moment, on ne pouvait plus le faire. Et donc, c'est un peu s'arrêter. Alors, je m'approche à la fin. C'est bien. J'aimerais citer un autre petit thème qui n'est pas tellement traité et que j'ai cité en avant, c'est-à-dire les dossiers d'indemnisation et les dossiers des familles. À propos des dossiers d'indemnisation des Juifs d'Égypte, ceux-ci sont liés à la commission des priorités des transferts et des réparations créée sur la base des accords France-République arabe unite, RAU, du 30 janvier 1968. L'Égypte, enfin, la République arabe unite, c'était l'Égypte, tout seul. Mais à l'époque, il s'appelait encore République arabe unite, au niveau formel. Donc, cette commission était chargée de répartir les sommes versées par l'Égypte, la RAU, la République arabe unite, selon la convention signée par les deux pays le 28 juillet 1966 et concernait les règlements des problèmes relatifs au patrimoine des ressortissants français demeurant sur le territoire de la République arabe unite. Selon ces accords, le gouvernement français aurait dû procéder, sous sa seule autorité, à la répartition du montant total entre les ayants droit résidant en France. Un aspect essentiel est qu'à la date d'entrée en vigueur de la Convention, soit le 1er septembre 1967, la condition de résidence en France des personnes réclamant les bénéfices de l'indemnité devait être absolument remplie. Donc, c'est un élément important car il servira de base pour exclure le remboursement des citoyens ne résidant plus en France. Plusieurs Juifs qui avaient quitté la France pour le Canada ou pour Israël n'avaient plus droit à aucune indemnisation. Mais ça, c'est une décision française. Peut-être la France, elle avait dû faire ça parce qu'il y avait des Juifs qui, peut-être l'Égypte, ne voulait pas donner de l'argent à des Juifs qui étaient allés à vivre en Israël. Je ne sais pas. Ça, il faut s'arrêter, il faut penser. Mais en tout cas, c'est ça qui s'est passé. Même pour les dossiers des familles dont les biens avaient été séquestrés, tous les dossiers des personnes qui n'étaient plus en France étaient rejetés. Dans les requêtes rejetées, il y avait plusieurs petits commerçants, textiles, photographes, fabricants et vendeurs de chaussures, des grands et même des très grands entrepreneurs. Mais en général, on peut parler de petites et moyennes bourgeoisies. C'était une petite et moyenne bourgeoisie commerciale et aussi des employés. Parmi eux, il y avait aussi un nombre de personnes qui avaient perdu des actions bancaires ou d'entreprises ainsi que leur maison. Mais vu qu'ils avaient quitté la France, ils n'avaient plus droit à rien.
pour terminer, au début, M. de Rothschild a souligné les trésors qu'est l'archive de Courchazor. C'est vrai. Et enfin, je pense qu'à travers les fichiers, même si c'est même quelque chose de très personnel, et donc il faut les traiter avec beaucoup de caution, parce qu'on parle de la vie des personnes, je pense qu'à travers ces dossiers, on peut essayer de décrire les espoirs, les désirs de ces juifs, les déceptions, les problèmes qu'ils ont au moment qu'ils sont arrivés en France, mais on peut donner une idée, encore une fois, essayer d'avoir un tableau un peu plus clair. Environ les 14% de tous les juifs d'Égypte se sont installés en France. En général, on peut parler d'une installation positive de cette communauté cosmopolite. Et avec cette brève intervention, j'espère de vous avoir donné une idée, soit de cette communauté, soit du travail que j'ai essayé de faire. Merci. Merci beaucoup, Philippe.